a beaucoup parlé d'alternatives énergétiques qui existent déjà. Mais qu'est-ce qui se passe dans les nouvelles technologies? J'ai lu par exemple l'autre jour la recherche dans l'Antarctique. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des réserves de pétrole là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Mais disons que tant qu'on n'est pas allé en Antarctique et qu'on n'a pas effectué des forages pour regarder s'il y a du pétrole, on ne le saura pas. Donc il faut premièrement se lancer dans ces campagnes d'exploration et voir s'il y a quelque chose. Mais le problème n'est pas vraiment là, parce qu'on sait qu'il y a encore des quantités de pétrole assez importantes à découvrir. Mais ça prend du temps pour être développé, ça prend du temps pour être mis en production. Et puis le problème principal, c'est qu'on estime que l'ensemble des gisements pétroliers actuellement en production décline à raison de 4,5% à peu près par an. Ce qui veut dire que chaque année, les compagnies pétrolières doivent trouver et développer de nouveaux gisements pétroliers. Donc c'est quand même quelque chose d'assez énorme. Pour l'instant, les compagnies ont réussi ce challenge, mais selon les calculs, le niveau de production mondiale pourrait être maintenu jusque vers 2012. Donc maintenant, on est au niveau maximum de la production, on plafonne. Pratiquement tous les producteurs tournent à plein régime. Et puis ensuite, on aura cette phase de déclin de la production pétrolière. La question du prix, surtout pour les consommateurs. Qu'est-ce qu'on fait dans l'Union européenne, par exemple? Pensez-vous que l'action au niveau européen pourrait combattre l'augmentation de prix pour les consommateurs? Alors, ou est-ce que, excusez-moi, oui. est-ce que par exemple on devrait rester à la merci des autres pays comme la Russie? Alors, il est très clair qu'aujourd'hui, 85% des réserves mondiales en gaz et en pétrole sont des réserves d'État. Et donc, cela veut dire qu'en termes géopolitiques, l'Union européenne, qui dépend de la Russie, qui dépend de l'Iran, qui dépend de l'Irak, qui dépend de l'Algérie, ou de la Libye, voire de l'Angola demain, l'Union européenne se met en état d'infériorité par rapport à ses producteurs de gaz ou de pétrole. Et donc, si la Suède a décidé de se passer d'énergie fossile d'ici 2020, c'est parce qu'elle n'a pas voulu dépendre de l'importation de gaz russe. Je crois donc qu'au niveau de l'Union européenne, on a intérêt à diversifier ses sources d'approvisionnement et surtout à créer le maximum d'indépendance énergétique par les énergies alternatives qui sont à notre disposition et qui sont intra-européennes. Je ne voudrais pas que d'ici quelques années, par imprudence, on connaisse en matière pétrolière ce que l'on connaît aujourd'hui en matière financière par rapport aux États-Unis. J'aurais une petite ajoute concernant la dépendance énergétique de l'Union européenne ainsi que la diversification. Ici, on est quand même dans un cas assez problématique parce que vous avez ce pic pétrolier qui s'est déjà produit dans de nombreux pays. Or, un pays exportateur de pétrole qui voit sa production décliner va reporter le déclin de sa production essentiellement sur ses exportations, parce qu'il a besoin de pétrole pour sa propre population. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que vous avez de plus en plus de pays producteurs et exportateurs qui deviennent importateurs eux-mêmes de pétrole. C'est la Tunisie dans les années 80, c'est l'Indonésie vers 2004, c'est la Grande-Bretagne en 2006. Donc vous avez finalement un nombre de plus en plus restreint de pays qui peuvent exporter du pétrole. Donc ça, ce n'est pas très bon pour la diversification. Juste peut-être un exemple, c'est le cas du Mexique. Le Mexique assure 14% des importations en pétrole des États-Unis. Or, le Mexique est en déclin rapide, ce qui veut dire que d'ici 2015, le Mexique va commencer à importer du pétrole. Et les États-Unis, alors, qu'est-ce qu'ils font? Où est-ce qu'ils vont trouver ces 14% d'importations qui proviennent du Mexique? Donc, il va falloir qu'ils trouvent ça ailleurs. Mais ailleurs, ce sera par exemple au Moyen-Orient. Mais au Moyen-Orient, il y aura qui sur le coup? Il y aura l'Europe, il y aura la Chine, etc. Et je voudrais vous demander, lorsqu'on a une politique ici et l'expert, qu'est-ce que vous pensez de ce que l'Union européenne fait en ce moment? Est-ce qu'il y a par exemple des incitants gouvernementaux que vous avez vus qui vous ont impressionné?
Mais tout ça, évidemment, sont des politiques qu'il faut appuyer, ce sont des bons débuts, on va vraiment dans le bon sens. Mais le problème principal que je souligne et qui m'inquiète, c'est que les politiques énergétiques, mais aussi de lutte contre le changement climatique, sont basées sur le postulat selon lequel les approvisionnements en énergie fossile vont continuer à croître dans le futur immédiat, jusqu'en 2030 à peu près. Or, ce n'est pas le cas. Il faut très rapidement développer les alternatives, très rapidement mettre en place des solutions qui permettent de consommer moins de l'énergie. Et vous avez changé de mode de vie, changé la façon dont la société s'organise aussi. Ce qui est difficile aussi, parce que les gens veulent garder leur vie, voilà. Je vais vous donner un exemple. Pour le moment, il est clair que l'Union européenne dépend pour ses produits énergie fossile, dépend des pays exportateurs et des traders en la matière. Et donc, elle a peu de moyens d'agir sur les prix. Par contre, si on prend le secteur de l'électricité est produite, bien sûr à partir du gaz, etc., mais elle est produite par des sociétés européennes. Et on constate que ces sociétés européennes, finalement, adoptent le prix qu'elles veulent et engrangent des bénéfices substantiels. L'électricité vient d'augmenter de l'ordre de 15 à 20 à 25% dans la dernière année, ce qui est extrêmement difficile. Donc, au niveau européen, il est important, et le PPE demande cela, qu'il y ait un régulateur, c'est-à-dire une autorité de l'Union européenne qui puisse fixer les prix maximaux au-dessus desquels on ne puisse pas aller. Ça, c'est une politique sur laquelle l'Union européenne peut avoir véritablement un impact. C'est ce qui se fait pour le moment en téléphonie. Madame Reding a imposé des prix maximaux en matière de SMS. Donc, juste, on doit terminer maintenant, malheureusement, mais juste un dernier mot pour les citoyens. Que faites-vous en ce moment dans l'Union européenne pour les citoyens? Alors, pour les citoyens, il est clair que la principale mission de l'Union européenne, c'est d'abord de ne pas cacher la réalité aux citoyens. Je pense que le citoyen doit se rendre compte qu'on a eu un mode de vie qui a tenu compte d'une énergie qui était abondante et bon marché. Ce qui est en train de se passer, c'est un mode de vie différent. Merci beaucoup de votre temps. C'était un plaisir de faire votre connaissance et on va suivre attentivement les prochaines étapes. Merci.